Salut à tous. Bonjour, vous êtes toujours là, c'est trop cool pour notre troisième séance de maths vue. Alors, comment allez-vous? Je vais faire un petit sondage là, rapidos. Comment allez-vous aujourd'hui? Ouais, bien, ça va et toi? Ça va très bien. Impec. Alors, comment ça se passe? En haut, donc du coup, vous avez le petit chat là pour pouvoir dire bonjour, faire tout ce que vous voulez. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en général dans le chat, c'est assez cool. Si vous avez des questions, c'est très important. Notez-le dans l'onglet questions, comme ça les gens peuvent voter et puis nous, on peut aussi y répondre. Comme ça permet d'organiser toutes vos pensées. Et donc ça sera plus simple pour vous tous. Les sondages, c'est des petits sondages simples. Donc là, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est votre spécialité. Voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà. Est-ce que vous avez l'autre sondage? Oui, là, oui. Ouais. Voilà, très bien. Voilà, comme ça. Comme ça, on commence tranquille, on attend que tout le monde arrive. On se dit bonjour, on se fait des bisous. Bonjour, tout va bien. Bonjour. Coucou. Bisous Covid-19. Voilà, des bisous virtuels. Mais oui, quoi. c'est ça qui est bien. On peut se faire des bisous. À plein de monde en même temps. Bon, c'est cool, je vois plein de gens nouveaux là, c'est bien. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus déjà aux précédentes sessions? Il faut le dire dans le chat, comme des foufous là. Mais en fait, c'est bien, on voit les fidèles. Bon, très bien. Alors, mais je vais vous présenter un petit peu l'événement parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, donc on y va alors. Oui, alors. Alors, donc du coup, voilà, bienvenue sur l'émission Mathieu. Alors, c'est vraiment une idée là qui est vraiment contextuelle au confinement, au Covid, à toute cette période un petit peu complexe d'introspection et aussi un peu de remise en question, de reconversion. Et on s'est dit qu'il y aurait un truc à faire et en fait, vous aider pendant cette période de transition, certainement pour beaucoup. De penser à valoriser ce qu'on a fait et pour passer à autre chose, pour passer à une autre étape. Alors, Mathieu, c'est une émission qu'on propose avec Adobe et Sens Créatif. Donc, Jérémy est là pour vraiment faciliter la discussion avec Sarah. Et du coup, on a conçu vraiment tout l'événement ensemble, tous les invités, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de vous faire vivre en fait aussi à travers ces sessions et trouver vraiment des invités qui soient vraiment très différents et qui vous apportent des choses très diverses. Donc même si en fait vous n'êtes pas illustrateur ou designer ou directeur artistique comme ça, vous allez certainement apprendre beaucoup de choses en fait et vous allez prendre un pas de côté. Et comme Olivier vous présentera tout à l'heure aussi l'outil communautaire Behance qui est comme un super outil pour les DA et vous montrera aussi plein d'exemples pour vous inspirer. C'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée de vous inspirer. Donc aujourd'hui, alors on est trop content parce qu'on reçoit Sarah Khan qu'on connaît bien et qui était à Laptop dans les premiers moments, donc ça fait longtemps quoi. En gros, ça fait longtemps. Ça fait 9 ans quoi, un truc comme ça quoi. Ouais, ça fait longtemps. Donc on a suivi ta trace et puis Jérémy te connaissait par ailleurs par ton grand talent et du coup je fais mais c'est trop cool, on va pouvoir revoir Sarah enfin. Donc ça c'est cool. Donc tu vas te présenter plus tard. Donc là, l'idée, c'est comment s'est construite cette petite émission d'1h30 tout de même. Donc, on va évidemment laisser Sarah se présenter. Et puis, elle va nous parler de comment elle crée son portfolio, ses méthodes, et voilà, sa stratégie, voilà, comment elle fait, à quel moment, etc. Ses inspirations, parce que ça c'est très, très... Parce que c'est vraiment c'est clé en fait, hein, c'est qu'est-ce qu'on regarde dans la vie qu'on peut transmettre à d'autres, et donc ça c'est ce qui transparaît en fait dans le portfolio. Les outils, alors là il y en aura plus qu'un, mais c'est Olivier donc qui va présenter Behance,
Et après, donc c'est vachement bien parce qu'il y a aussi toute la partie stratégie de communication, parce qu'on a un peu tous des quiches, hein, naturellement, les DA. Donc là, comment les. Comment, non, mais c'est vrai. Alors, Jérémy, toi, t'es très fort, mais. Non, non, j'ai pas de choses à apprendre. Donc, toi, tu t'es dit, je fais un podcast comme ça, au moins. Voilà, Ça c'est réglé. Bon, moi, je me suis dit, je fais un coworking, quoi, tu vois. Enfin bon, c'est pour peux plus éviter, voilà, effectivement, de créer des choses trop lourdes, trop compliquées. En fait, voilà, qu'est-ce que chacun fait, comment il se démène avec ses propres moyens pour toucher son public et trouver des clients ou juste des passionnés, hein, des fans, c'est déjà pas mal. Un public, quoi. Et on finira par 3 conseils. Les 3 conseils de Sarah et puis évidemment vos questions. Donc c'est pour ça les questions, notez-les bien pendant toute la session, comme ça on ira plus vite sur la fin. Voilà. Et bien je laisse Jérémy présenter et démarrer. Bonjour Jérémy. Bonjour Pauline. Je pense que d'ailleurs on va tout de suite renvoyer la balle à Sarah, mais juste pour dire que je suis hyper ravi de discuter avec toi Sarah. Comme l'a dit Pauline, je connais ton boulot depuis longtemps, enfin depuis 3 couleurs en réalité, et on va pouvoir plonger vraiment dans tout ton travail, ton portfolio, etc. Et voilà, en tout cas pour moi, je suis ravi de discuter avec toi. Un plaisir partagé. Est-ce que du coup, rock and roll, est-ce que, Sarah, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, enchantée tout le monde déjà. Moi, je suis directrice artistique et graphiste de formation à la base depuis maintenant plus de 10 ans, 12 ans, je crois, exactement. Je travaille principalement dans le secteur de la culture, des médias, de la presse. Donc, j'aime bien faire des magazines. La musique aussi, j'en ai fait pas mal, un peu moins maintenant. Et je travaille principalement voilà, dans ce qu'on appelle la communication visuelle, les logos, le branding, des nouvelles identités quand une marque m'appelle. Je travaille aussi parfois avec des agences sur des projets plus gros. Voilà. Mais mon secteur, ça reste quand même la culture. J'aime bien ce secteur-là. Développer des projets C'est un peu le rêve. dans ce monde-là. C'est un peu le rêve. Il y a beaucoup de gens dans le milieu du design ou de la création qui aimeraient bosser dans la culture. Oh, je sais pas, on m'a toujours dit la culture, c'est bien, mais c'est mal payé, la culture, c'est difficile. Ouais, faut se battre, Mais bon, après, je pense qu'on travaille avec les gens qui nous ressemblent souvent quand on propose un projet dans la culture. Forcément, si c'est pour faire un magazine sur la politique ou le cinéma, on en reviendra, on en reparlera, mais c'est des sujets qui me ressemblent, quoi. Donc, ouais. Voilà, j'essaie de m'engager ou de travailler sur des sujets qui me passionnent. Voilà, on sauve pas le monde, on n'est pas médecin. Donc voilà, si on peut déjà avec de l'image faire parler un peu et s'exprimer, c'est déjà super. C'est drôle parce que je pense que c'est quelque chose que les 2 premiers intervenants avaient déjà dit. On sauve pas le monde, on fait des petits mythos, ouais. Mais on crée quelque chose à notre image et on participe à notre manière, et de trouver cet angle qui nous ressemble, c'est déjà beaucoup. Ouais. Donc voilà. Cool. Est-ce que du coup, en parlant de choses qui te ressemblent, est-ce que tu pourrais nous présenter 3 projets dont tu es particulièrement fière? Oui, alors peut-être le plus récent, je sais pas, on commence par le plus récent, le plus vieux, je sais pas. Celui que tu veux, celui qui envoie le plus de pâté au début. En fait, il y a 4 projets que j'aime beaucoup. Enfin, j'en ai mis très peu sur mon site, donc c'est des choix. Mais il y a une pochette d'album que j'aime beaucoup. C'est une pochette pour Julien Doré que j'ai réalisée quasiment il y a, je sais pas, 8 ans ou 9 ans. Et je l'aime beaucoup parce que c'est un travail typographique, mais en même temps, c'est manuel et c'est quelque chose que je fais plus trop. Et en même temps, c'était une commande pour Elle Magazine, c'était une édition limitée. Et en fait, Julien m'a dit, la carte blanche, tu peux faire ce que tu veux parce que de toute façon, c'est un EP qui va être dans le magazine, qui va sortir pendant une semaine et ensuite, ce sera fini, quoi. Donc, c'est vrai que il y a eu très peu de diffusion
cette EP et de cette créa. Et en même temps, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que j'étais encore, quasi junior, étudiante. Je sortais à peine de l'école et on me propose ce projet, donc j'ai un peu foncé. Et du coup, avec du fil rouge, j'ai commencé à contorsionner plein de petits fils pour écrire une typo. Et c'est un projet que j'ai remis sur mon site parce que franchement, en fait, je l'aime bien. Voilà. Et c'est pas du vecteur, c'est pas du flat design, ça, c'est difficilement, ça se reproduit pratiquement sur aucun support tellement c'est du scanner et une haute def qui est difficilement, on peut difficilement le reproduire. Donc du coup, je l'aime bien parce qu'il est assez unique. Et puis voilà. Ensuite, le dernier projet que j'ai réalisé, c'est un projet de branding et d'identité visuelle pour l'hôtel Paradiso, qui a été créé par MK2 et qui est le premier hôtel, le premier cinéma hôtel. Donc en fait, dans chaque chambre de l'hôtel, il y a un écran. Donc cet hôtel, il est situé à Paris, à Nation. Et dans chaque chambre, il y a un écran. Et en fait, c'est un projet qui est vraiment très graphique parce que l'idée, c'était de représenter visuellement le côté immersif du cinéma. Donc en fait, avec de la typo et avec de l'animation et sur un travail de gris, de noir, de typographie, d'image, on a travaillé pendant près d'1 an sur comment développer une nouvelle identité pour un cinéma et en même temps un hôtel. Et c'est un projet qui est un peu hybride. Donc, c'est un sujet que j'aime bien. C'est aussi, ça représente un peu aussi le lien entre l'identité visuelle et le cinéma, qui est vraiment un secteur dans lequel je travaille depuis maintenant de nombreuses années. Donc, je trouvais que c'était un peu un aboutissement de plein de choses qu'on va voir sur d'autres sujets. Voilà, donc là, je vous le présente un peu. Donc, il y a du motion design. Ça, par exemple, c'est la carte de l'hôtel pour rentrer dans les chambres. On a fait des sous-bocs. En fait, on a décliné un maximum la charte graphique sur plein de supports. Ça, c'est des contre-marques pour les clients qui vont dans leur chambre et qui peuvent aller au cinéma, qui ont droit à une salle de cinéma offerte par MK2, parce qu'il faut savoir que cet hôtel, il est situé juste en dessous du MK2 Nation, au-dessus, pardon. Donc, il y a aussi tout un travail de signalétique, de mouvement. Donc là, on a essayé d'intégrer du mouvement, de la dynamique, etc. sur les murs. Ça, c'est ce que vous voyez, en fait, l'animation immersive. C'est quelque chose qui revient extrêmement souvent parce qu'en fait, c'est quand l'écran se baisse. Dans cette chambre, par exemple, il y a l'animation qui se met en place. Là aussi, ça rassemble beaucoup de prints parce que c'est un hôtel, donc il fallait des menus, des directories qui sont les livrets d'accueil dans les chambres. Et là, pareil, on a travaillé autour du cinéma. Et donc, le room directory est en fait le frère jumeau de l'ancien script de cinéma dans les années 50 qu'on posait sur les tables. Voilà, donc en fait, ça a été monté comme un vieux script de cinéma. J'ai pas l'intérieur, j'ai que la couve. Mais en fait, l'intérieur, c'est comme un scénario, quoi. Donc, tu as un livret d'accueil qui ressemble à un scénario un peu vintage. Voilà, la signalétique, pareil, les étages ont été déclinés sur le même principe de mouvement, de pelliculage, etc., d'un mouvement de typo. Donc, c'est un sujet assez complet. Donc, oui, je le dis pas souvent, mais celui-ci, je suis assez fière parce que c'était en pleine pandémie. Ça a été... On a repoussé souvent l'ouverture de cet hôtel et là, il a enfin ouvert depuis maintenant près d'1 mois et je suis contente quoi, de ce projet qui a enfin ouvert et qui donne enfin accès à un peu de culture en ces temps incertains. Voilà. T'as pu le tester, l'hôtel? Ouais, je l'ai testé. J'ai testé la version bêta, vraiment, qui n'était pas complètement entièrement décorée. En fait, il y a aussi, il y a plein de goodies et plein d'objets qu'on a déclinés qui sont pas encore dans les chambres parce qu'à cause des mesures sanitaires, on peut pas encore les toucher, les ouvrir. Par exemple, les room directory, ils sont toujours pas en chambre. Mais en tout cas, ils sont prêts à être installés. Donc voilà, il y a des petites. Là, par exemple, les suites aussi, c'est une collaboration avec le styliste Ami. Donc, on a essayé en fait de décliner toute la charte couleur avec ces modèles.
et en rajoutant le logo dessus. Donc, en fait, c'est surtout aussi, j'ai oublié de le dire, pardon, mais Elisha Karmit et Nathanaël qui sont les créateurs de cet hôtel et qui sont les directeurs d'MK2. Ils avaient aussi la volonté de faire intervenir beaucoup d'artistes, beaucoup de collaborateurs. Donc, c'est vraiment un projet qui s'est fait à plusieurs. Il y a la décoratrice Alix Thompson qui a travaillé sur la déco. Pour le motion, c'est Camille Durand-Rival avec qui je travaille souvent, dont j'adore son travail. Voilà, donc c'est Marc Grossman qui s'occupe de la food. Enfin, il y a vraiment plein de gens qui travaillent dessus et ça a été un bonheur d'avoir une carte blanche sur un sujet pareil. Voilà. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu as un autre projet que tu aimerais montrer? Ouais, il y a un projet qui s'appelle America. Donc, on doit sûrement tous connaître. Alors, America, c'est un magazine qui a été fondé par Éric Fotorino et François Bunel de la Grande Librairie. Éric Fotorino, c'est l'ancien directeur du Monde qui aujourd'hui s'occupe d'un journal génial qui s'appelle Le 1, l'hebdo, qui est un grand journal qui se déplie en une page. Enfin, je pense qu'il y a une grosse communauté d'illustrateurs qui doit connaître. Ils font travailler énormément d'artistes. Et je venais à peine de rentrer de New York quand on m'a proposé ce projet. Et ce que j'aimais bien chez America, c'est que c'est un projet un peu hybride parce que c'est un magazine éphémère. Donc, c'est un magazine de 16 numéros qui s'est arrêté là en janvier. Et en fait, la particularité d'America, c'est que ça retrace le mandat de Trump pendant les 4 années du mandat. Donc, c'est pas un magazine pro ni anti-Trump, mais c'est juste, ça raconte l'Amérique de Trump à travers des grands auteurs américains et par la direction artistique des grands artistes. Donc, on a fait intervenir énormément d'illustrateurs parce que toutes les couvertures ont été illustrées. Ouais. La tranche de chaque magazine représente la carte des États-Unis au final. Donc, là, on peut le voir par exemple sur les 16 numéros. Donc là, je vous montre l'Instagram. Je trouvais ça intéressant de montrer comment les gens l'installent et le font vivre une fois que la collection est finie. Donc voilà, c'est une collection éphémère où j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dessus. Parce que, pareil, ils m'ont quand même laissé une grande liberté de travailler avec plein d'artistes, de proposer plein de photographes. Et en 16 numéros, on a eu des sujets très graves comme la race en Amérique, la violence, l'Amérique indienne aussi. Enfin, et donc, il fallait, sur chaque numéro, se renouveler à chaque fois en fonction des sujets et donc rentrer dans un univers différent à chaque numéro. Et donc, il y avait des thèmes aussi différents. Donc, ça nous appelait à travailler des mises en page qui n'étaient pas du tout chartées, en fait, au fur et à mesure des numéros. On avait une typo, mais en réalité, l'intérieur, les ouvertures, les créas, etc., étaient sur chaque numéro toujours différentes. Waouh! Du coup, il y a eu besoin de se réinventer à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Ça devait être chouette pour toi aussi de pouvoir aller choisir les personnes avec qui tu as envie de travailler, etc. Ouais, c'était vraiment super. Moi, j'avais pas non plus carte blanche. Il y a quand même. En fait, après, c'est au niveau de la stratégie, de la logique, comment je travaillais, c'était que je faisais un grand mood board. Je déteste ce mot, mais c'est une grosse planche d'inspi avec plein d'artistes. En fonction des sujets, voilà, on traite pas la race en Amérique et l'Amérique indienne de la même manière. Mais je faisais un gros mood de plein d'artistes et plein de photographes. Et en fonction de ça, eux, ils choisissaient quand même plus ou moins ce qui parlait. Il faut savoir que François et Eric, ils connaissent hyper bien leur public aussi. Donc, c'était assez ciblé, littérature, politique, etc. quand même. Ça restait quand même des illustrations très briefées, je dirais. Mais par contre, oui, j'ai pu travailler avec, je sais pas, on a calculé la dernière fois, il y a une 80 ou 50 à 80 artistes avec qui j'ai collaboré en 4 ans, donc c'est pas mal, quoi. Et j'adore les illustrateurs. Donc, Et vous vous interdisiez, il me semble, de retravailler avec la même personne, non? Ouais, en fait, on s'est interdit ça jusqu'au 14 ou 15e numéro.
Ah oui. Et ensuite, après, ça commence à être compliqué parce que finalement, on avait de moins en moins de temps et il y avait aussi. Puis je trouvais que l'idée était un peu idiote parce que quand ça s'est bien passé avec un illustrateur, je vois pas pourquoi on serait pas capable de reproduire un autre univers. Voilà, de répondre à une commande, c'est quand même leur travail, ils savent le faire. Donc, je pense qu'au 14e numéro, j'ai commencé à dire bon, ça, faut faire confiance aussi à nous. On a travaillé, par exemple, plusieurs fois avec Mathieu Persan, plusieurs fois avec Edel Rodriguez. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Top. Bah, merci pour ce petit survol de 3 projets dont tu es particulièrement fier. Ouais. Après, il y a 3 couleurs aussi, mais ces 3 couleurs, c'est un peu le petit frère d'America. C'est mon premier magazine, donc Ouais, c'est comme ça. Ouais. voilà, je peux le montrer vite fait si ça vous intéresse. Mais 3 couleurs, c'était un magazine culturel parisien qui existe toujours, mais la nouvelle formule a été refaite. Ouais. Et là, pareil, c'est comme ça que j'ai commencé déjà à collaborer avec plusieurs artistes parce que chaque couverture était un portrait fait par un artiste différent à chaque fois. Donc, c'était jamais le même. Oui. Je l'ai collectionné à cause de ça à l'époque. Rigolé. Ouais, super. Ah, Jeff Nichols, ouais, je l'avais celui-là. J'aime beaucoup ce réal. Ouais. Super. On va faire on va plonger dans le sujet de la création du portfolio. Et une chose qui m'avait marqué quand j'avais survolé le tien, c'est qu'en fait, il y a une dizaine de projets et c'est tout. Et il me semble pas forcément courant ou c'est pas quelque chose que j'ai souvent vu. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, bim, juste simple, efficace, une dizaine de projets et rien de plus? Pourquoi? Parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, un client, il passe pas plus de 3 minutes sur un site. Il va directement aller voir l'Instagram, il va aller Google, il va voir sur LinkedIn avec qui on a travaillé. Il y a en fait un site, pour moi, c'est un résumé de ce qu'on fait. Ouais. On passe jamais beaucoup de temps sur un site. D'ailleurs, après, moi, la première, quand je vais chercher un artiste, en réalité, pour un magazine ou pour une campagne, une collab, je vais directement voir le nom de l'artiste plus Instagram. Bon, ça, c'est ma technique, mais je vais jamais sur le site. Et je vais voir sur le site pour le contacter si vraiment je trouve pas de moyen de le contacter ou pour avoir une petite bio quand même parce qu'on aime bien avoir les profils, etc. Mais je pense qu'un site aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un résumé global de ce qu'on fait, y passer très peu de temps, avoir de très belles photos, de très belles images et en même temps, on sait que c'est le lien qui va directement vous propulser sur d'autres liens. Ouais. Donc, enfin, je sais pas. Après, il y a Pauline qui est qui est quand même beaucoup plus pro UX, etc. Va peut-être me dire le contraire, mais en tout cas, moi, je passe très peu de temps sur les sites internet. Et donc, du coup, voilà, j'en ai mis très peu parce que j'en ai beaucoup. Mais on va être honnête, il y en a qui ont mal vieilli aussi. Et je trouve qu'en fonction de la période ou en fonction du moment, j'essaie de aussi réajuster, réadapter, etc. Typiquement, le projet de Julien Doré, je l'ai remis alors que je l'avais enlevé il n'y a pas si longtemps. Ouais. Donc voilà, j'essaie de temps en temps de jouer entre une dizaine de projets, pas plus. Ouais. C'est vraiment un vrai choix, quoi. C'est efficace. Tu m'avais dit quand on avait préparé cette interview qu'un bon portfolio, c'est un bon storytelling. Et du coup, quelle est l'information principale que tu désires que les clients potentiels retiennent quand ils visitent ton site internet? Ou tes réseaux sociaux d'ailleurs. Je sais pas, je pense que c'est je pense que enfin, en tout cas, mais c'est très personnel, mais moi, mon site, je l'ai conçu pour qu'un client arrive sur mon site et qu'il se dise, voilà, elle sait faire un événement, un hôtel, un logo, une pochette d'album, et que ce soit vraiment qu'il y ait différentes choses, qu'il n'y ait pas que des magazines, parce que évidemment, j'en ai d'autres des magazines, mais c'est plutôt des magazines avec qui j'ai travaillé en agence, sur des one-shots, sur des appels d'offres, il y a beaucoup de mises en page différentes, mais j'avais pas envie d'être ciblée juste designer presse parce que j'aime bien faire autre chose aussi. Donc, je crois que c'est essayer d'être un peu pluridisciplinaire, de montrer qu'il y a voilà, différents supports. Mais ça dépend de la manière dont on a envie d'être perçu, quoi. Ouais. Toi, c'est la crème de la crème de ton travail et des différents angles pour lesquels tu aimerais travailler que tu montres.
Ben, la crème de la crème, je sais pas, mais en tout cas, voilà, essayer d'être d'avoir des supports, en tout cas, différents. Je crois que c'est important. Enfin, Ouais. enfin, voilà, après, moi, je suis directrice artistique, donc mon métier de formation, c'est graphiste, mais je suis censée aussi résoudre des problèmes sur des projets qui rassemblent beaucoup d'équipes ou Ouais. beaucoup de gens. Donc voilà, il faut que ce soit assez large. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et tu l'as déjà un petit peu évoqué avant, mais quand on visite ton site internet, on voit qu'il y a beaucoup de projets autour du milieu du cinéma. Et j'imagine, voilà, ça fait un bout de temps que tu travailles, que tu as. J'imagine que tu as fait plein d'autres choses, comme ce que tu disais, les magazines en agence, etc. Mais comment, au fur et à mesure du temps, tu as sélectionné est-ce que ça a été tout de suite quelque chose de clair et net pour toi? Je veux travailler dans le milieu du cinéma et du coup, je vais tout angler là-dessus. Ou comment s'est fait la sélection au fur et à mesure du temps? Non, bah c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que mon premier client, ça a été MK2. Ah, Donc, du coup, je crois beaucoup aussi aux rencontres, au hasard, etc. Et ça s'est pas du tout fait, voilà, de manière professionnelle. J'ai pas envoyé un book. J'ai eu la chance de croiser Nathanaël Kermitz euh, complètement par hasard. Et voilà, je venais de sortir de l'école et donc il m'a dit j'ai une nouvelle formule, un magazine 3 couleurs qu'on aimerait refaire. Et moi, j'avais jamais fait de magazine, mais le cinéma, ça m'intéressait déjà beaucoup. Mais pas plus que ça non plus, voilà. J'ai commencé à travailler avec MK2 et MK2 appelle bien sûr d'autres projets. Donc c'est toujours pareil, quand un client voit que vous savez faire un magazine dans le cinéma, on vous appelle pour un autre magazine pour le ouais, cinéma ou pour une affiche de film. Ça appelle des choses. Après, c'est vrai que c'était quand même ma passion, ouais. c'est C'est pas ma incroyable. passion première, le cinéma, mais je suis quand même noyée dans un monde, dans un monde du cinéma. J'ai voilà, mon mari est scénariste, mon frère est acteur. Il y a quand même un truc chez moi qui est quand même lié à ça, Ouais. mais un peu quand même. Donc oui, chez moi, ça baigne de script, de scénar. Donc oui, ça me parle quand même beaucoup. Ouais. Puis c'est fou de pouvoir. Son premier client, MK2, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Non, mais en même temps, c'est quand même, pour moi, c'est une entreprise indépendante, donc ils travaillent aussi, ils aiment travailler avec des indépendants. Il y a plein de grosses boîtes, faut pas croire, et je dis ça aussi pour tous les juniors et qui sortent d'école ou qui sont en reconversion. Il y a beaucoup de boîtes qui laissent des chances à des juniors. Faut aussi un peu voilà, aller de l'avant, pousser. Quand on m'a dit tu sais faire un magazine, j'ai dit ouais, ouais, je sais faire un magazine. Je savais faire un magazine en sortant de l'école. J'avais fait 3 mises en page, un sommaire et une couve sur Photoshop. Donc, je pense qu'il faut pas, faut avoir confiance. C'est facile de dire ça, mais quand on vous donne une opportunité, faut la saisir. Et il y a Ouais. plein de grosses boîtes et il y a plein d'agences et il y a plein d'entreprises qui adorent découvrir les diplômes d'étudiants, les faux projets aussi. Je sais que Mike l'avait déjà dit dans le précédent live, mais il y a plein de projets, de faux projets quand on est junior ou quand on vient de sortir d'école. Faut faire des faux projets, faut faire des faux magazines, faut faire des faux logos. Ça marche, quoi. Ouais. Euh, Comme on dit, dress for the job. Bah ouais. Si tu sais pas le faire. Non, mais c'est vrai, franchement, comprends. ils sont pas du tout fermés. C'est Ouais. justement quand on apporte de la fraîcheur et le fait de sortir d'école, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un moule, dans un truc. On n'a pas la culture de l'entreprise. C'est quand même, c'est souvent une richesse d'ailleurs pour les clients. Ouais, absolument, ouais. On a un œil neuf. Et Ouais. euh, euh, Sarah Khan, c'est aussi un studio. Et il y a plusieurs. Enfin, ton site internet, c'est Sarah Khan. Ton Instagram, c'est Sarah Khan Studio. Ouais. Quand j'ai consulté un peu ton site, parfois tu te présentes comme un individu et comme un studio. Comment est-ce que tu jongles entre l'un et l'autre? Parce que je sais que parfois, dans certaines personnes qui
se cherche pour créer un portfolio, une identité, est-ce que je me présente comme un studio alors que je suis un one-man band ou woman? Enfin, comment est-ce que toi, tu jongles ça? Moi, le Sarakan Studio, il s'est fait assez naturellement quand j'ai commencé à travailler avec plusieurs personnes sur un projet. Donc, je me suis dit, en fait, là, il n'y a plus du tout moi. Même quand on doit créditer un projet, on se crédite plus du tout seul. On se crédite avec, voilà, Camille Durand-Ruval, je sais pas, Alix Thompson pour la déco. Donc, à partir du moment où il y a plusieurs personnes, je trouve pas ça juste, en fait, de mettre juste son nom, quoi. Et j'aime bien l'idée de la collaboration, de travailler à plusieurs, etc. Donc, studio, non, j'ai pas 10 salariés, j'ai pas une agence. Là, on est dans ma chambre, etc. Je travaille souvent dans plein de bureaux différents. Je suis assez nomade, mais par contre, les projets se font de plus en plus à plusieurs. Et donc, le mot studio Oui, ça a du sens. voilà, signifie collaboration, etc. Je signe de moins en moins mes projets toute seule, en fait. Donc Ouais. ça me paraissait plus logique. Voilà. Ouais, bah, parfait. Et puis Sarakan Studio sur Instagram, bah, c'est parce que Sarakan s'était déjà pris. Oui, Sarakan 2, ça aurait été moyen. Donc, du coup, Ouais. Sarakan Studio, c'est sûr. C'est sûr. Donc, il y a une autre Sarakan dans ce vaste monde. C'est ça, et je crois qu'il y en a plusieurs. Très bien. Alors, c'est un petit détail aussi que j'ai observé sur ton site et qui parfois peut questionner les personnes, c'est tu es francophone, tu es française, enfin, il me semble, et ton site est écrit en anglais. Et pourtant, j'ai l'impression que tu travailles majoritairement avec des clients francophones. Oui, parce que j'ai une expérience new-yorkaise. Je suis rentrée il y a 4 ans de New York, j'ai passé 1 an là-bas. Enfin, j'étais partie pour vivre là-bas, Pauline le sait bien. Et j'ai fait une demande de visa d'artiste que j'ai eu. J'avais un visa de 3 ans pour aller travailler à New York. Et puis finalement, je suis restée 1 an, mais donc j'ai complètement balancé tout mon blog, tout mon site en anglais. Voilà, pour démarcher des clients là-bas. Et puis maintenant, enfin, ça me semble tellement logique en fait qu'un site soit en français et en anglais que voilà, c'est quand même. Ah oui. Oui, je travaille avec des Français, mais je m'adresse à plein de monde, quoi. Donc, Ouais. je vois pas pourquoi je me mettrais des barrières. Ouais. Ah oui, non, mais je pense que ma question venait du fait que, en effet, tes projets, tu les mets dans 2 langues, mais je pense que dans le à propos, c'est que en anglais, il me semble. Ouais, Et, ouais, ouais. ouais. Oui, non, mais c'est juste, j'étais resté là-dessus. Et parce Ouais, que c'est vrai. je sais que moi, étant belge, et en Belgique, on a officiellement 3 langues. Allez, il y a un peu moins de 10 ans, je faisais partie d'une sorte de studio de design. Bah, notre site était en anglais également. Et on travaillait avec des clients en diverses langues, en fait. Et c'est pour ça que je posais aussi cette question. Mais parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont s'il y a des illustrateurs ou des illustratrices, par exemple, qui travaillent avec l'étranger, écrire sa bio et tout en anglais, ça a du sens. Super, top. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose par rapport à ça ou on passe aux inspirations? Non, non, on peut passer aux inspirations. Top, top, top. Est-ce que tu peux nous partager du coup 3 artistes, 3 de tes inspirations? Ouais. Alors, je suis vraiment une mauvaise élève, j'en ai mis 4, je crois. Ah, mais très bien. Est-ce qu'on commence par Pentagram, le studio, ou les artistes? Alors, non, les artistes. Moi, j'adore Miranda July, qui est une artiste qui fait plein de trucs différents. Et du coup, je trouvais ça intéressant de la présenter parce que c'est une artiste contemporaine, elle est aussi réalisatrice, elle écrit des livres, elle est hyper présente sur les réseaux, sur Instagram. Et je l'adore. Voilà. Je sais, il y a Cagillionnaire dernièrement qu'elle a sorti au cinéma. Il y a Me and You and Everyone You Know qui est un film que j'adore aussi. Enfin, franchement, elle a fait tellement de trucs. Je vous ai mis aussi son Instagram parce que elle est assez drôle. Elle fait plein de petits mini-clips sur son site. Elle a aucun problème à faire des partenariats avec des grosses marques de luxe. Elle a aucun problème de passer d'un livre à une collab, à un film. Et je trouve que voilà, c'est typiquement le genre d'artiste en 2021 qui se met aucune barrière en fait. Et voilà,
c'est pas tant son art, c'est plutôt un modèle, quoi, pour moi, parce qu'elle est complètement libre. Ouais. Et j'adore cette personnalité d'artiste. Ouais. Ouais, pardon. Non, j'ai cru comprendre en réécoutant son interview aussi sur Esquisse que la liberté et l'indépendance, c'était quelque chose de très important pour toi. Et Ah ouais, ça c'est se hyper retrouve dans important. tes propos quand tu... Enfin, je sais pas si Ouais. vous voulez en parler. Ouais, c'est hyper important. Je suis- Je crois que c'est. J'ai toujours été indépendante et c'est un truc que je revendique beaucoup. On m'a souvent proposé de rentrer dans une boîte, etc. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que c'était important de rester libre, même si parfois c'est compliqué parce que indépendant, c'est pas toujours facile. Bien sûr. Mais ouais, j'ai quand même. J'ai quand même mes plus grosses inspirations, ça reste des artistes indépendants qui choisissent eux-mêmes, qui font des choix, des projets, qui se mettent pas de barrières et je trouve que voilà. Je dis pas que la culture de l'entreprise c'est mal. Vraiment, c'est important aussi de faire des stages et d'avoir des expériences dans des boîtes pour se former. Je pense que c'est indispensable. Mais en tout cas, moi, ça me convient pas du tout. Ouais. Bon, tu prêches aux convertis. Je suis un indécrottable Ah mais indépendant. oui, mais je sais bien. C'est viscéral chez moi. Et je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette émission également, parce que notamment dans les temps qui changent en ce moment, il y a toutes ces personnes qui sont peut-être en reconversion et qui se disent comment faire pour justement se mettre en indépendant et montrer son travail, etc. Et, c'est un challenge, mais c'est une belle liberté C'est également. un challenge, mais en même temps, voilà, l'époque nous dit que finalement, quand on repose sur soi-même, c'est bien aussi. Parce que, par exemple, avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà, c'est bien de pouvoir avoir sa petite boîte, de pouvoir faire ses choix. Il y a un super livre là-dessus, Company of One. Je ne l'ai pas entièrement lu, Ah, mais je connais pas. Company of One, ouais, comme si au final, l'entreprise du futur, c'était une entreprise de une personne. Mais enfin bref, c'est intéressant. Mais ok, top. Est-ce que tu pourrais nous montrer toutes les trois autres personnes qui t'inspirent, Sarah? J'adore. Alors, j'ai mis Pablo Rocha, mais je le mets très vite parce que c'est le quatrième. Pardon. J'adore parce qu'il fait plein de trucs avec. C'est super drôle aussi, ouais. Super drôle, je l'adore. Il se dit creative director, artiste, on ne sait pas. Il a un studio, il travaille avec plein de marques. Voilà. Donc, en fait, il arrive à déformer, à faire des contorsions, à se réinventer à travers plein d'outils internet et plein d'outils du web. Et je trouve que ce mec est un génie. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Donc, je l'adore. Son site internet est très rigolo aussi, j'étais Ouais, voir. hyper drôle. Enfin, voilà, il fait des trucs pas possibles, quoi. Et donc, il arrive à faire plein de mini-animations avec des gifs, avec des trucs. Voilà, c'est le genre de conneries qui me fait rire. De nouveau, nos limites dans ce qu'il montre. Ouais, il est complètement nos limites, lui. Il s'en fout. En un peu plus sérieux, je vais parler de Saul Letter, que j'adore, qui est un photographe new-yorkais, qui est le photographe de rue, l'un des premiers photographes qui a travaillé en couleur, qui est un des plus grands photographes de rue à New York. Enfin, il est mort, hein, et je l'adore. J'adore la plastique, tout ce qui représente. Et c'est pour moi un des photographes que je place au-dessus de tout. Tu fais un peu de photos, toi? J'ai fait un peu de photos et puis j'ai arrêté. Mais j'adore la photo. Et sinon, j'aimerais parler d'un studio design parce que ça me semblait aussi important d'avoir un studio de graphisme pur. Et j'ai choisi le plus gros. C'est que j'adore ce studio qui s'appelle Pentagram, qui est mondialement connu. Mais ce que j'aime et la particularité de Pentagram, c'est que ça a été monté justement de ce que je disais un peu avant par des indépendants. Tous les fondateurs de Pentagram sont des designers, connaissent ce métier, sont des graphistes. Et donc, en fait, c'est à la base, dans les années 70, Pentagram, c'était vraiment un studio hyper collaboratif avec
que des designers. Donc maintenant, ça reste, c'est une agence, mais ils ont gardé justement cet ADN, cette identité. Et je trouve que vraiment, ils ont des projets, des super projets. Et ce que j'aime aussi chez Pentagram, c'est qu'ils sont pas dans une mode. Et ça, je l'ai pas dit, mais je trouve que c'est quand même hyper important d'être assez peu soucieux de se situer dans un courant ou dans une tendance. En fait, un graphiste ou un directeur artistique, et même les plus grands, ceux qui durent, c'est ceux qui se foutent des modes, des tendances, etc. Et en fait, être graphiste et être directeur artistique, c'est résoudre des problèmes, c'est pas imposer un style, on n'est pas des artistes. Et Pentagram, je trouve, fait ça avec talent depuis des années. Et là, c'est par exemple un projet pour Grey Jones qu'ils ont fait que je trouve hyper bien. Ils ont aussi, c'est assez complet à chaque fois, c'est hyper humble, c'est vraiment hyper pro et on sent que c'est un studio qui aime le graphisme, la typographie et voilà. The Wing, c'est un sujet qu'ils ont fait aussi, c'est le premier social club à New York pour femmes et ils ont fait une déclinaison et une charte graphique de la boîte qui est hyper magique, que moi j'adore et voilà. Il faut savoir que Pentagram, c'est aussi Saks, Mastercard. Là, je prends des sujets parce que justement, je veux montrer que Pentagram, il travaille aussi sur des petits projets. Ça, c'est un petit projet qui est devenu gros, mais à la base, c'était un petit projet. Ils font aussi beaucoup de non-profit, de plein de choses. Et pour moi, c'est un vrai modèle d'agence. Si un jour, voilà, j'ai la chance d'avoir une véritable agence, je pense pour beaucoup de graphistes, mais Pentagram, pour moi, c'est le modèle. Tu créerais quelque chose comme ça? Pas quoi. En tout cas, je me retrouve complètement dans l'esprit dans l'esprit et dans ce qu'ils souhaitent, dans ce qu'ils diffusent. Ouais. Il y a à la fois du social, de l'art, de la culture, de la bouffe, de l'entertainment et voilà, il y a aussi pas mal d'associations pour lesquelles ils travaillent. Et voilà, je trouve que par exemple le projet pour The New Republic, il est sublime. Non, je suis très très fan de Pentagram, je les suis énormément. Là, le projet pour The School of Visual Arts in New York, il est quand même, il claque. Donc, très jusqu'au boutiste aussi, il pense à tout. Ouais. Mais c'est une agence, c'est des directeurs artistiques. C'est la différence entre un graphiste et un DA, c'est que ils vont jusqu'au bout des projets, ils les déclinent dans tous les supports, dans tous les voilà. Donc j'adore. Ouais. Puis on sent aussi ce souci du détail dans ton travail, notamment pour Hôtel Paradiso, tu as dû t'amuser à décliner à foison ou America, tous les petits détails dans tous les coins. Ouais. Enfin, sur Cinéma, à petite échelle, mais Cinéma Paradiso, oui, en tout cas, c'est mon projet le plus abouti, ça c'est certain, parce que j'y ai passé le plus de temps. Mais merci le Covid. Du coup, on avait du temps. Oui. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Très bien. Merci beaucoup, Sarah, pour tout ça. C'est hyper inspirant. On va passer la main désormais à Olivier qui va nous faire une petite démo de Behance. Ouais. Et puis, toi et moi, on se retrouve juste après pour continuer à discuter en termes de stratégie de communication. Ça marche. À tout de suite. À toutes. Alors, je vais donc partager l'écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran Behance? Oui, c'est parfait. Alors, donc, petit rappel, donc Behance, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un réseau social. À la différence de la dernière fois où je vous avais présenté Adobe Portfolio, qui pour le coup est vraiment destiné à monter votre portfolio pour vous exposer vos travaux. Vous allez également, bien sûr, pouvoir les exposer sur Behance. Il y a d'ailleurs, comme vous l'aviez vu la dernière fois, une relation, on va revoir une relation entre les deux qui vous permet de prendre un projet Behance et de le mettre dans Adobe Portfolio, mais c'est bien un réseau social avec tout ce que ça comporte d'avantages du réseau social pour se faire voir, pour être vu, donc qui est le thème de cette session, des sessions. Et donc, du coup, voilà, pour avoir des retours, des échanges, tout ce qui fait la puissance du social, qui est évidemment hyper important de nos jours. Alors, comment ça se présente tout simplement? Alors, pour un petit rappel, Behance, c'est gratuit, hein, bien sûr.
Vous avez ensuite des onglets pour vous. Alors l'onglet pour vous, très rapidement, c'est un onglet qui va vous être proposé parce que au début, quand vous êtes inscrit, il vous a demandé de choisir des thématiques et du coup, il va vous exposer automatiquement quelques choix, quelques sélections faites par lui-même. Nous avons ensuite un onglet découvrir. Alors découvrir, vous avez toutes les catégories en haut. Alors pourquoi toutes ces catégories? Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Et justement, c'est aussi une des forces de Behance, c'est que justement, Behance n'est pas limitatif dans le domaine. C'est-à-dire que ce n'est pas limité à la photo, limité à l'illustration, etc. C'est également, justement, ça peut être du design, pourquoi pas présenter de la gravure, de la 3D, tout ce qu'on veut, et ça pour une raison très très simple, qui est que lorsque l'on est en recherche de l'inspiration, on ne va pas forcément chercher dans sa zone de confort. On va aller chercher l'inspiration sur d'autres thématiques, sur d'autres manières de faire, d'autres styles visuels, vraiment quelque chose qui sort de ce qu'on sait faire. Donc c'est là où ça devient très intéressant. Vous avez donc toutes ces catégories que vous pouvez explorer, donc réseau social classique avec un système. Quand vous cliquez sur un projet, voilà, vous avez des articles connexes qui vont vous permettre de naviguer de projet en projet pour découvrir d'autres choses. Vous pouvez voir les outils qui ont été utilisés également pour la création de cette image. En l'occurrence, vous pouvez enregistrer une planche d'ambiance. Alors, une planche d'ambiance, c'est un peu les enregistrements qu'on va retrouver sur d'autres réseaux sociaux, mais vous allez pouvoir créer plusieurs planches d'ambiance. Par exemple, un peu comme on pourrait retrouver sur Pinterest, par exemple. Vous pourrez créer une planche d'ambiance photo, une planche d'ambiance 3D, etc., etc. D'autre part, vous avez donc, là c'est assez classique dans le côté réseau social, vous avez les diffusions en direct. Donc ça, c'est aussi pour le coup très très inspirant et très intéressant parce que vous allez retrouver autant de catégories que nous avons vues précédemment, mais pour le coup pour des lives. C'est-à-dire que vous avez par exemple Adobe Live en français, sur lequel vous pouvez retrouver des camarades ou revoir des replays, des replays qui sont disponibles pendant un bon moment. D'ailleurs, je crois qu'ils sont même tous disponibles, classés par thématique. Et donc là, pour le coup, on est directement, comme aujourd'hui vous êtes avec nous, vous pouvez avoir directement accès aux illustrateurs qui vous expliquent leur technique, leur méthodologie. Vous allez trouver de tout. Il va y avoir du tutoriel, il va y avoir de l'explication de logiciel. Il va y avoir vraiment un choix considérable de catégories. D'autre part, j'en profite pour rebondir sur la diffusion en direct, parce que pour petite info, quand vous avez Adobe Fresco, quand vous l'utilisez, et c'est ce qui a été présenté lors de la première émission de M'as-tu vu par mon collègue Stéphane, lorsque vous faites une diffusion en direct, en fait, vous diffusez directement sur Behance. Donc du coup, vous pouvez interagir directement avec la communauté. Et ça, pour le coup, ça devient hyper intéressant d'avoir des retours en live de ce que vous êtes en train de faire. Et on va ensuite bientôt passer à la partie projet, parce que c'est une partie évidemment qui va vous intéresser pour comment présenter ces projets dans Behance. Donc, dernière petite chose rapidement, vous avez un onglet offre d'emploi, parce que c'est également un réseau social, mais qui dit réseau social dit aussi possibilité d'avoir des contacts et des demandes de mission, d'emploi, des propositions. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil dessus. Il peut y avoir des choses très, très intéressantes pour vous. Vous avez un système de hashtag qui se trouve ici en haut. Et alors, vous pouvez ajouter à tout moment une image pour dire sur quoi vous êtes en train de travailler et du coup, donner envie aux gens de venir voir votre travail et vos projets. Et tout ça aussi également, ces hashtags sont importants parce que vous avez également une application smartphone, Behance, qui vous permet, comme c'est indiqué ici, qui vous permet d'avoir de possibilités un peu plus grandes, comme mettre des vidéos, du texte, des balises personnalisées via l'application. Et donc, du coup, vous allez pouvoir poster avec des hashtags pour tenir au courant un petit peu la communauté de ce que vous êtes en train de faire. Passons maintenant à la partie création de projet. Alors, je vais créer un projet rapidement. Voilà. Donc, quand vous allez créer un projet, vous avez un éditeur intégré qui va vous permettre, alors pour ceux qui connaissent un petit peu tous les systèmes de blog ou de choses comme ça, c'est quelque chose qui se retrouve, qui est assez récurrent pour pas perdre ses marques. Vous allez pouvoir insérer des images, du texte, une grille de photos, vidéos, intégrer du code directement ou, et on en parlera peut-être un peu plus tard, Lightroom. Parce que comme je vous l'ai montré la dernière fois avec Adobe Portfolio, Adobe Lightroom interagit également, bien évidemment, avec Behance.
Donc, si par exemple, je fais ajouter image, vous allez voir, c'est très très simple. On fait une petite démo très rapide. On peut aller hop, 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 hop. Ah, c'est vraiment pour aller très très vite. Voilà, je mets une photo. Il faut le temps qu'il l'envoie. Voilà. Et donc, cette photo, je vais pouvoir y ajouter des mots-clés. Je vais pouvoir ensuite rajouter une grille photo par en dessous si je veux en ajouter d'autres. C'est une création de projet classique. Seulement, quand vous avez fini de créer votre projet, vous avez plusieurs possibilités. Soit de le mettre comme un brouillon, et ça, pour le coup, je peux vous montrer directement. Cette possibilité est intéressante parce qu'une fois que vous avez mis un projet en brouillon, c'est-à-dire qu'il n'est pas publié sur votre profil, mais par contre, vous y avez toujours accès pour le modifier, le peaufiner, l'affiner. Donc, c'est surtout très, très pratique pour commencer à prévoir les projets qu'on va présenter ensuite sur sa page perso que je vais vous montrer. Et du coup, une fois qu'on l'aura validé, on pourra directement le mettre en publication, un peu comme un article de blog. C'est un mélange de je fais un brouillon d'un article de blog et je le mets ensuite à disposition. Quand vous allez, alors on peut faire continuer, vous pouvez choisir, voilà, l'image de couverture du projet, il n'y en a qu'une, vous lui attribuez tout un tas d'éléments, pareil, très classiques, mais surtout là, encore une fois, où ça va être intéressant, c'est quand vous allez pouvoir ajouter des copropriétaires, par exemple, pour spécifier que vous avez travaillé avec d'autres personnes. Donc, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Sarah, de travailler à plusieurs aussi, c'est la notion de travail collaboratif, de partage. Et donc, du coup, on peut ajouter des personnes avec, alors là, je peux rajouter des noms, et du coup, ils vont apparaître comme étant également propriétaires du projet. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très, très ouvert, qui n'est pas seulement limitatif à quelque chose de personnel, mais ça permet d'évoquer toutes les collaborations et peut-être en créer des nouvelles, pourquoi pas. Les mots-clés, tous les grands classiques. Quand je vais sur mon profil Behance, donc vous pouvez voir ici donc, que j'ai un brouillon. C'est celui que j'ai créé tout à l'heure. À l'instant, tout à l'heure. Alors, attends qu'il charge un petit peu. Vous avez accès, alors j'en profite pendant ce temps-là, là, il va vous préciser les principaux outils utilisés. Il va également vous permettre de modifier Adobe Portfolio, c'est ce que j'évoquais la dernière fois également, du coup, c'est-à-dire que directement, quand vous aurez créé un projet dans votre Behance, vous allez pouvoir l'importer directement dans Adobe Portfolio. C'est-à-dire que dès qu'il sera mis à jour sur votre Behance, il sera mis à jour sur votre portfolio. On ne sait pas, il n'a pas l'air de... Je me demande s'il mettait la miniature, j'ai un doute pour le coup. Donc voilà, donc vous voyez, je peux reprendre mon projet. Est-ce que j'ai pas mis assez d'éléments? On peut montrer rapidement ce que ça donne. Hop, on va mettre en photo, on va pas mentir, en vrai, photo, c'est de la photo. Voilà. Et donc, je peux ensuite, comme les réseaux sociaux, pareil, classique, promouvoir justement sur d'autres réseaux mon travail. Donc, ça va être du LinkedIn, Pinterest, Twitter et Facebook. Et vous allez pouvoir ensuite, alors je reviens du coup sur mon profil. Et donc là, maintenant, vous allez voir que, voilà, j'ai donc mon projet, j'ai mes planches d'ambiance. Alors, je suis personnellement assez fan de game design, donc il y a plein de petites choses que j'ai notées. Vous allez voir les appréciations, les projets que vous avez aimés, vous allez pouvoir les retrouver à cet endroit-là. Vous allez avoir vos statistiques, tout est intégré directement, et bien sûr les personnalisations qui vont de pair avec tous les réseaux sociaux classiques. Donc en fait, pour résumer toutes les possibilités de Behance, ça va être de pouvoir interagir directement avec d'autres produits Adobe, tels que Lightroom CC et Portfolio, mais aussi Fresco par les diffusions en live. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'artistes, beaucoup d'inspiration dans toutes les thématiques créatives, enfin, en tout cas un très très large panel, c'est ce que l'on souhaite. Et du coup, vous allez être amené à pouvoir diffuser à un très très grand nombre de personnes vos projets, vos travaux, vous créez vos planches d'inspiration. C'est un vrai portail créatif. Donc n'hésitez surtout pas à y aller, à le consulter. Vous avez évidemment un système de messages également qui fonctionne. Vous pouvez discuter. Alors, je vais vous montrer quand même, admettons, on va prendre un petit projet, prenons celui-ci à tout hasard, parce que bien évidemment, et ça coulait de source, j'ai envie de dire, on peut échanger
Voilà. À la fin, on peut voter et on peut mettre des commentaires et échanger directement avec le créateur. Donc, il y a là, pour le coup, et le suivre, bien sûr. Vous pouvez suivre les personnes et échanger. Ce qui est super sympa parce que vous n'êtes pas forcément obligé de suivre la personne pour vous adresser à lui. Donc, les gens, du coup, deviennent accessibles. Vous n'êtes pas obligé de suivre et que il vous accepte pour pouvoir échanger. Donc, voilà, écoutez, s'il y a d'autres questions, je pense avoir fait un tour un petit peu succinct, mais c'est tellement riche qu'il faudrait bien plus de temps pour voir tout ce qu'il est possible de faire. Surtout dans la création de projets, il y a des petites astuces très sympas qui permettent de créer des grands visuels très chouettes. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à revenir vers moi par le biais de l'équipe. Et donc, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si même l'équipe en a, pourquoi pas. Peut-être demander au public quels seraient les sujets qu'on aimerait voir sur Behance, parce qu'effectivement, créer un projet, c'est vraiment la spécificité par rapport au Instagram, etc. Donc là, je pense que ça mériterait qu'on passe un 20 minutes. Alors, exactement. Là, j'ai fait vraiment une couche, on va dire, un overview. Vraiment, on a regardé ça un petit peu d'en haut, voir tout ce qu'il y avait. Mais oui, non, créer un projet, c'est vraiment la partie maîtresse de l'outil qui permet, au-delà de mettre 1 ou 10 photos, ou 5 ou 10, qu'importe, mais permet vraiment de faire des descriptifs, de mettre des mots-clés, d'échanger. C'est un réseau social très, très ouvert et qui permet énormément de choses. Donc, il faudrait en effet peut-être une autre session, si bien sûr le public le souhaite, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, du coup, dans le chat, n'hésitez pas à mettre ce qui vous intéresserait de voir, parmi aussi la suite Adobe d'ailleurs, mais c'est en tout cas sur Behance, c'est tellement large, il y a tellement de choses à voir que déjà... Pareil, je me permets juste un dernier petit point, c'était la recherche. Vous pouvez trier directement sur des filtres très intéressants qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. Donc, du coup, c'est assez sympa. Voilà. C'était la dernière petite chose. Les recherches sont également assez poussées par champs créatifs. Et c'est là où on se rend compte de toute la richesse des champs créatifs qui sont proposés. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à fouiller. Il y a énormément de contenu très intéressant et des sources d'inspiration sans fin. Voilà pour moi. Ça marche. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Salut Sarah. De retour. Alors, je pense qu'il faut juste que tu actives ton micro. Et voilà. Et voilà. Formidable. Très bien. Et bien, du coup, on a parlé de Behance et compagnie. Donc, on va aborder le sujet des réseaux. Alors, souvent, je posais la question quel est le réseau social qui marche pour toi. Mais avant d'envoyer son boulot pour dire regardez ce que je fais, quand on a préparé cette interview, tu avais donné une réponse que j'avais trouvée super intéressante, qui était avant d'envoyer son portfolio, il faut développer un bon réseau. Et tu avais une certaine méthodologie que je trouvais vraiment pointue. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, alors il faut cibler les bonnes personnes en fait. C'est-à-dire que ça demande. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'avant d'avoir un bon portfolio, il y a plein d'artistes et il y a plein d'illustrateurs extrêmement talentueux, mais il faut pouvoir montrer son travail. Et le montrer, on peut le montrer partout, mais il faut le montrer aux bonnes personnes. Sinon, ça sert à rien. Donc, on peut être un super artiste et avoir 2 followers parce qu'on n'a pas montré aux bonnes personnes. Avoir 2 followers, c'est pas un mal en soi, hein, ça ira. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ils viendront pas vous voir. Il faut aller les chercher, les clients, les annonceurs. Les annonceurs qui viennent vous voir, il y en a 1, 2, tous les 10 ans. J'y crois pas moi au hasard. Enfin, il y a des hasards, il y a le hasard des rencontres, mais après travailler et montrer son travail, faut quand même aller, faut quand même aller les chercher. Donc je pense qu'il faut cibler, il faut noter les bonnes personnes, les entreprises avec qui on aime travailler, avec qui on aimerait travailler, qu'on aime approcher, extrêmement bien connaître leur travail, parce que quand on va en rendez-vous avec eux, faut les titiller sur tel ou tel projet, parce qu'ils vont voir qu'on s'intéresse pas que à l'agence qui est cool, mais à tel ou tel projet. Donc, ils vont voir qu'on a quand même
qu'on connaît bien l'ADN de la boîte, l'ADN de l'agence ou de tel ou tel artiste. Et ça, je trouve que les annonceurs, les clients, ils sont assez soucieux de ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Il faut être aussi présent sur les bonnes plateformes. Ça revient à ce que Olivier disait, ça peut être Behance, ça peut être Instagram. Ça sert à rien d'être partout. On a telle ou telle compétence sur Twitch, on a telle ou telle compétence sur Instagram, sur Behance, ça va être d'autres artistes, d'autres professions. Donc voilà, faut assez cibler. Par exemple, moi en tant que directrice artistique, mon réseau social, c'est Instagram, sans nul doute. C'est-à-dire que c'est là-dessus où je passe le plus de temps. Vraiment. Il y a Behance aussi, j'avais vu une question tout à l'heure. Je vais aussi sur Behance, mais je vais d'abord aller sur Instagram. Donc, faut être présent sur les bonnes plateformes. Il faut être pointilleux sur la manière de se présenter et de soigner visuellement son compte avec les bonnes images, avec un excellent storytelling de son travail aussi. On peut avoir plein de talents et être un super mauvais photographe pour montrer son travail. Donc, voilà, il faut dépenser un petit peu d'argent si besoin, s'il faut le faire. Il faut prendre un photographe pour prendre 1 heure, aller shooter son travail en vrai studio ou avec un copain super talentueux si on n'a pas de fric. Et ça compte. En fait, la manière dont on va photographier un livre, un magazine en studio et chez toi sur ton parquet avec ton iPhone, c'est pas la même chose. Ça aura pas le même impact, ça aura pas la même visibilité. Il y aura aucun... C'est quoi un bon storytelling pour toi? Un bon storytelling, c'est avoir les bons mots, tout ça, c'est très simple, hein, les bons mots extrêmement bien travaillés, la manière dont on va présenter son sujet. Mais c'est vraiment, ça fait partie du métier d'indépendant aussi, hein, d'être un bon rédacteur. C'est un truc qu'il faut savoir faire. Alors, on l'apprend au fil du temps, mais je trouve que c'est vraiment la partie difficile de notre travail parce que autant avant, on avait besoin d'un site internet, ça suffisait, on mettait 2 mois à le faire et puis c'était bon. Autant maintenant, sur chaque partie, sur chaque post, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on raconte ou on peut ne rien mettre du tout. C'est aussi une strat. On peut mettre 3 images les unes à côté des autres. Il y a plein de manières en fait de présenter son portfolio. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas la même manière de présenter son portfolio sur Instagram, c'est pas la même arborescence, la même harmonie que sur un site internet ou que sur Behance. Donc chaque plateforme demande un travail considérable et des heures. C'est hyper dur. Je dis pas que je le fais bien. Moi aussi, j'ai un Instagram qui est footrack, mais je pense que c'est vraiment important de le faire quand on commence de soigner son travail. Ça sert à rien de passer 10 heures sur une illustration si elle va être mal représentée ou pas être mise en valeur, en fait. C'est même dommage, en fait. Ouais. Il faut aussi tenir une mailing list. Et ça, c'est la partie la plus chiante et c'est la partie la plus relou parce que faut passer sa vie, en tout cas, moi, je le fais beaucoup, à aller voir avec qui on a envie de travailler, trouver son mail, trouver son site, aller voir avec qui il travaille, qui il suit sur Instagram, parce que s'il va suivre quelqu'un sur Instagram qui peut aussi, qui travaille dans le même réseau, s'il faut le rajouter, faut le suivre, faut aller lui envoyer un mail. La manière dont on va envoyer un mail, c'est aussi difficile parce que parfois, on intègre des gens dans notre newsletter alors qu'on n'est pas censé le faire. Parfois, on va se parler sur LinkedIn alors qu'il y a des clients qui détestent ça et qui trouvent ça, si on les a pas acceptés, pas génial. Il y a plein de choses qui peuvent être mal perçues. Il faut être très... faut y aller tout en finesse. Moi, j'essaie de choper des mails. Ma stratégie, c'est ça. Je chope des mails dans les magazines, dans les ours, dans les Insta, mais toujours, même après 10 ans de travail, je me refais des mises à jour de mailing list. Voilà. Quand tu dis des mailing lists, c'est pas une newsletter du coup que tu envoies. C'est genre tu as un fichier avec telle personne, tel titre, telle adresse, tel magazine. Ouais, j'ai ce genre de fichier qui est horrible à faire, qui met des heures. Et en fonction des newsletters que je vais envoyer, par contre, c'est pas du tout le même, c'est pas le même liste. Ouais. Donc, j'envoie pas la même newsletter à des gens de la presse, de la télé, des médias.
c'est pas les mêmes personnes, c'est même pas le même discours, c'est même pas la même newsletter. Voilà. Après, il y a aussi un truc qu'on n'en a pas parlé, mais il faut pas harceler les gens. Moi, j'envoie 2 newsletters par an max. Ah, voilà. Ouais. Sinon, je sais que ça les saoule. Donc, voilà. C'est drôle aussi ce sujet de la newsletter parce que moi, j'ai plusieurs copains qui bossent un peu dans le domaine du marketing, tu sais, et tout le monde jure par les newsletters. Que dans nos métiers à nous, on a l'impression qu'on va surtout beaucoup être présent sur les réseaux. Ouais. Et comme tu dis, 2 newsletters à l'année, c'est… Ouais, 2, 3 en fonction des projets. Après, il y a des années où on ne fout rien, il y a des années où on a plein de trucs à montrer. Donc, ça dépend. Ça dépend, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas harceler ni saouler. Il faut y aller. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans la même liste. Ouais. Parce qu'on ne s'exprime pas de la même… Enfin, voilà, un hôtel ou un magazine, c'est pas les mêmes… Ouais. C'est un vrai travail de détective privé, de tout noter comme ça. Fut un temps, avec plusieurs copains, on se partageait des listes, on les mettait en commun et tout. C'est presque les services secrets de la créa, quoi. C'est un peu… Ouais, c'est vraiment dur. Et en plus, ça prend du temps, quoi. Faut vraiment libérer du temps pour ça. Et en tout cas, je pense que quand on débute, et je m'adresse surtout à la communauté là qui nous suit, c'est le premier truc à faire en premier, en fait. De bien cibler, en fait. De bien cibler, d'avoir une bonne liste des bonnes personnes, de qui suivre, etc. C'est vraiment le premier truc à faire. Il y a déjà un vrai travail de recherche avant de mettre en page son portfolio. Ouais, et c'est souvent le contraire qu'on fait. Et voilà, faut pas surtout pas hésiter à envoyer son portfolio à des comptes Insta influents. Moi, tu m'as demandé d'en noter, j'en ai mis pas mal. Il y a pas mal de comptes Instagram à qui on peut envoyer son travail directement dans les messageries. Ils les lisent, certains vous répondent. Voilà, et après maintenant, il y a des trucs horribles ils veulent absolument qu'on paye pour publier un post, ça faut absolument pas le faire, mais il y a plein de sites qui sont super et qui acceptent des projets et qui les diffusent. Donc voilà, il y a Graphique. Tu peux nous montrer? Il y a Graphique. Je ne sais pas si vous voyez là. Alors, j'ai mis ta fenêtre. Alors, oui, il faut que je partage. Non, c'est bon. C'est bon. Graphique, c'est un compte. Graphique, en fait, à la base, c'est un magazine qui a arrêté d'être publié, mais c'est un gros magazine de graphisme. C'est un peu le étape. Ça n'existe plus, mais en tout cas, c'est un blog qui rassemble toute une grosse communauté de designers, de typographes. Et ils repostent énormément de projets pro ou étudiants, voilà. Et eux, ils répondent tout de suite. Vous pouvez leur envoyer votre portfolio, votre site, et ils peuvent vous publier. Et en plus, ils sont extrêmement influents parce qu'ils sont sur Insta, ils sont sur Twitter, ils sont partout, et ils sont hyper suivis. Après, je sais pas. Après, c'est plus dans le sourcing. Il y a les newsletters qu'on envoie et il y a les newsletters aussi qu'on suit. Et moi, je suis très fan de la newsletter. En fait, il ne faut pas suivre… Enfin, en tout cas, moi, je parle vraiment que de ma stratégie en tant que DA, mais moi, je ne suis pas du tout que des sites de graphisme. Je suis aussi des sites comme l'ADN, parce que ça parle de tendances sociétales, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, de quoi on parle aujourd'hui, à qui on s'adresse, quels sont les clients. Je trouve qu'ils ont une newsletter journalière, je crois, ou je sais plus, par semaine, hyper complète, hyper intéressante. J'adore, je trouve ça super. Il y a It's Nice That, je pense que beaucoup de monde connaît, voilà, c'est un peu la base. Ils font de plus en plus de posts, de plus en plus de collabs payantes, donc ça me saoule un peu, donc je les suis un peu moins. Mais par contre, ils ont quand même une ligne éditoriale qui est passionnante en termes de culture visuelle et de ce qui se fait aujourd'hui. Le Design Observer, le Design Observer, c'est quand même le site qui a été fondé par Michael Bierut, qui est un des fondateurs de Pentagram, d'ailleurs,
Ça, c'est plutôt pour tendance sociétale et qu'est-ce qui se fait aussi dans le monde du design aujourd'hui, mais ils ont aussi un côté très social, politique, c'est assez intéressant. En plus large, donc il y a les tendances sociétales de l'ADN, il y a Wallpaper pour tout ce qui est culture générale dans le design. Donc voilà, il faut suivre en fait. Il y a 3 ou 4 newsletters aussi sur lesquels je suis inscrite. Pas plus, parce qu'après ça me gonfle. Mais pour avoir une vision très large de ce qui se fait. Et d'ailleurs, ça nous permet aussi de cibler quelques clients, quelques agences, quelques collabs, quelques artistes avec qui on a envie de travailler. Voilà, c'est plus ou moins comme ça qu'on fait son portfolio et son réseau. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu nous montres là, c'est anglophone. Les sites, les newsletters, les Instagram influents. Est-ce qu'en français, tu en as repéré qui seraient des sortes d'équivalents? En français, il y a Étape. Ouais. ADN, l'ADN, c'est français. Hein. Ouais. Ah oui, pardon, tant pour moi. Donc voilà. Ouais. L'ADN, AD, je les suis aussi pas mal. Mais j'aime beaucoup, je trouve que Étape, depuis 2-3 ans, ils sont pas restés que dans le graphisme, mais plutôt sur, voilà, ils ont aussi élargi un peu les rubriques et je trouve ça aussi vraiment intéressant, les sujets qu'ils font. Et d'ailleurs, Étape publie chaque année des nouveaux diplômés, des numéros. Non, et je crois qu'ils ont un numéro spécial avec des projets d'étudiants. Il ne faut pas hésiter à les contacter aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Faire ses devoirs, détective privé, aller fouiller de l'interweb. Ça prend un temps. C'est tellement inné, ça vient pas, c'est pas un hasard. Faut vraiment bosser, quoi. Et je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont parfois peur de se mettre en avant, de d'aller montrer ce qu'ils font ou d'écrire le mail. Enfin, c'est pas évident de. Parfois, on a l'impression que les images parlent que pour nous, mais en fait, il faut mettre la main à la pâte, quoi. Ouais, c'est clair. C'est assez rare, les gens qui viennent vous voir, quand même. Ouais. Et en parlant de personnes qui viennent te voir, toi, comment est-ce que tu choisis les artistes, les illustrateurs, les illustratrices et les créatifs en général avec qui tu travailles en tant que DA? Moi, ça dépend sur quel support. Sur un magazine, dans ma stratégie aussi de travail, j'ai un petit onglet sur Instagram avec les illustrations contemporaines, les photographies, etc. Comme tout le monde, hein, et je tag les artistes que j'aime bien, je les mets dans une petite boîte sur Instagram et souvent je me pose devant et en fonction des sujets ou des projets qu'on me propose, si besoin, avec des illustrateurs ou des photographes, je mets à plat tous les artistes que j'aime bien et je leur propose, je refais en fait une planche avec les artistes que j'ai choisis et que j'aime bien. Et quand tu vas sur un portfolio ou un Instagram de quelqu'un que tu as dans le collimateur, qu'est-ce que tu recherches exactement comme qualité avant de faire ce fameux premier mail où tu dis coucou, on pourrait travailler ensemble? Je recherche, tout dépend du sujet. Par exemple, sur America, si c'est un sujet politique, je vais voir aussi la personnalité de l'artiste, s'il est engagé, sur quel sujet il travaille. On s'exprime pas de la même manière. On ne choisit pas un artiste pour un sujet sur la race comme un artiste sur quelque chose sur un projet drôle ou comique ou de branding ou d'hôtel. Donc c'est pas je vais aussi voir les personnalités des artistes, pour qui ils ont travaillé, quels sont leurs backgrounds, est-ce que il y a différentes palettes de couleurs, est-ce qu'ils sont habitués au brief, est-ce que c'est des artistes qui sont beaucoup plus dans une démarche personnelle. Parfois, ça m'intéresse d'avoir des artistes qui sont que dans une démarche personnelle parce que c'est exactement ce que je recherche pour des projets plutôt de carte blanche, de pub, ou juste, par exemple, pour habiller 2-3 éléments que je vais avoir dans une DA et qui manquent vraiment où vraiment ça appelle un univers illustré, mais en même temps, il n'y a pas un brief vraiment défini. Par contre, dans la presse, oui, je travaille avec des artistes qui ont déjà l'habitude de travailler sur des sujets éditoriaux.
Il y a aussi beaucoup d'agents que je note. Je travaille avec aussi beaucoup d'agents, d'illustrateurs. Ouais. Donc, en général, je les appelle et je leur dis voilà, on a tel ou tel sujet. Est-ce que tu peux me proposer 2 ou 3 artistes et voilà. Après, on se connaît bien aussi avec les agents. Ils savent quel genre d'image je recherche, quoi, d'univers. Ouais. Oui, ils connaissent ta sensibilité. Ouais. Et quand tu as en face de toi quelqu'un qui débute, qui n'a peut-être pas un background, mais que tu vois qu'il y a du pur talent, Ouais. comment est-ce que le talent se suffit? Parce qu'il y a des personnes voilà, qui n'ont peut-être pas des années d'expérience, qui sont très forts, qui n'ont pas bossé pour le Boston Globe ou je ne sais quoi. Bien sûr, ouais. Et, Bien sûr, non, mais alors moi, je vais être honnête, je réponds pas tout le temps, tout de suite à tous les mails qu'on m'envoie. Mais en tout cas, je mets toujours de côté les jeunes artistes qui commencent. Et j'en ai fait, on a travaillé, on a collaboré avec pas mal, notamment sur 3 couleurs. C'était quasiment que de très très jeunes artistes. Après, voilà, ça dépend aussi des ambitions des directeurs de publication, des rédacteurs en chef. Je suis pas seule. Je décide pas toute seule. C'est en fonction aussi de la communication et de ce qu'ils veulent diffuser à travers leur support. Donc parfois, oui, on est très ouvert aux très jeunes artistes. On regarde leur portfolio et en général, ça demande ça demande plus de briefs, ça demande plus de retours. Donc Oui. il faut que je travaille sur des projets où je sais que j'ai du temps et qu'on est capable de échanger, modifier, etc. Mais en général, oui, je suis pas du tout, en tout cas, fermée à travailler avec des jeunes artistes. Et une collaboration avec toi, prenons pour de la presse, ça se passe comment? Comment, c'est-à-dire au niveau L'échange en général, c'est assez simple. Je lis les textes, je propose un artiste. Une fois que c'est bon et que je travaille avec cet artiste, je lui fais un brief. Ouais. Avec 2-3 inspirations auxquelles je pense, mais vraiment des idées. J'essaie jamais de transformer le style de l'artiste. C'est vraiment pas mon but. Je lui apporte, je le nourris en idées par rapport au sujet, par rapport à ce que j'ai lu, parce que parfois on a des textes en anglais, parfois ils sont pas encore traduits, parfois c'est souvent l'auteur qui me raconte ce qu'il a envie de diffuser, d'illustrer. Donc voilà, j'essaie de faire un condensé de l'univers visuel que moi j'ai envie d'apporter au magazine ou au projet et le sujet. Et en fonction de ça, je lui fais un brief ou parfois je lui fais même directement le format avec parfois un titre qui est intégré ou voilà, je lui donne la taille. Ouais. Et après, il y a tout un échange qui se passe sur 1 ou 2 semaines, ça dépend des temps qu'on a, ou 2 jours parfois. Et puis voilà, je lui donne les formats et puis il me propose différents sketchs. C'est souvent du noir et blanc avec des palettes couleurs. Et puis ensuite, on échange sur le déroulé. Ouais. Et Par phase. Moi, j'aime pas trop quand un illustrateur m'envoie un truc en disant voilà, c'est fini. Ça marche jamais. Enfin, très peu, à part si je travaille depuis longtemps avec lui, mais en général, on fait 2 ou 3 étapes. On fait l'étape du brief, ensuite l'étape du sketch, avec 2 ou 3 propositions. J'en choisis une, et puis après, là, il a roue libre et je lui fais confiance, tu vois, parce que je l'ai choisi pour ça. Mais ça se passe souvent très bien. Et les qualités relationnelles nécessaires pour travailler avec toi, ce serait quoi selon toi? Je sais pas. C'est genre flexibilité ou genre parce que parfois c'est des deadlines rapides. Enfin, je sais pas. Oui, c'est souvent la flexibilité, le temps, pouvoir travailler en 2 ou 3 jours. Moi, j'appelle jamais. Je déteste faire ça parce que je déteste qu'on me le fasse. Donc, je déteste appeler quelqu'un en lui disant c'est pour hier. Ça m'arrive rarement, à part si vraiment je me suis vraiment mal organisée et on est vraiment à la bourre. Mais je me laisse toujours maximum 5, une semaine. Allez, au minimum, il y a 3 jours, mais c'est très rare. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois sur une couverture d'America où on était vraiment en panique. Mais en général, il y a du temps. Il y a au moins un minimum une semaine. Ouais, trop bien, top.
Ce qui n'est pas le cas avec de la photo. Hein. Je fais aussi beaucoup de photos sur des shootings ou des choses comme ça, où là, par exemple, je leur dis, voilà, il faut être là, à tel endroit, demain. Ouais. Mais l'illustration, ça demande quand même tellement de réflexion, de travail, surtout sur des briefs, quand c'est pas des cartes blanches et quand c'est lié à des textes, que je leur laisse quand même le temps de nous faire de belles choses. Oui, bien sûr, je comprends. On va terminer, je crois, sur les questions. On a eu quelques questions du public. Une question qui est pas mal revenue, c'est une question de Manon Charlot qui nous demande « Tu as commencé à te présenter comme graphiste de formation, puis directrice artistique. Penses-tu que chaque graphiste freelance devrait se présenter toujours comme un DA puisqu'il dirige lui-même ses projets ?» Non, je pense que c'est pas la même chose, être graphiste et être DA. Je pense que un directeur artistique, c'est un métier différent. On peut être graphiste et directeur artistique. Je pense qu'on ne peut pas être, en tout cas dans le monde de la culture, de la communication visuelle, je parle vraiment de l'art graphique, on ne peut pas être DA sans avoir une formation de graphiste. Ça me semble quand même indispensable de passer par une formation. Mais un graphiste qui va faire que du logo, que de l'identité visuelle pure, etc., il est graphiste. Le directeur artistique, il va s'occuper du projet dans sa globalité. Donc là, par exemple, typiquement sur un hôtel, sur l'hôtel Paradiso, il y a un travail de graphiste qui est le travail d'identité visuelle, de logo, des étapes de l'aboutissement d'une identité. Ouais. Et par contre, toute la direction artistique qui est de la collaboration, du travail en équipe, de gérer Silette qui va faire la devanture. Silette, c'est un artiste, c'est un peintre en lettres magnifique, si vous ne connaissez pas, qui a fait par exemple la devanture. Il y a la décoration d'intérieur, il y a le shooting photo, il y a l'animation, le motion design. Tout ça, c'est un projet de directeur artistique parce qu'il englobe toute une équipe et il faut savoir, du coup, résoudre tous les problèmes pour votre annonceur, pour votre client. Donc, c'est pas le même métier. On peut rester graphiste toute sa vie. Milton Glaser, c'est un graphiste. C'est un des plus grands. C'était un des plus grands graphistes. Ça reste un graphiste. Voilà. Ouais. Après, et c'est là où c'est complexe, hein, ce métier, c'est qu'il y a 1000 façons d'être directeur artistique. Hein. On n'est pas le même directeur artistique dans la mode qu'en UX, que dans le graphisme ou dans la photo. Donc voilà, ça rassemble plein de métiers, mais en tout cas, voilà, c'est pas la même chose. Ouais. J'avais lu, je sais plus quelque part, quelqu'un qui disait que genre on peut pas s'auto-proclamer DA tout de suite en sortant de l'école, et pourtant Bah si, pourtant oui, je crois que c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, je crois. Mais il y a aussi des écoles purement où on a une formation qui est purement graphique, et il y a des écoles qui aussi vous forment à la direction artistique. Penningen, c'est une école qui forme à la direction artistique. Donc du coup, moi, quand je suis sortie, on m'a dit j'ai un diplôme avec écrit directrice artistique, mais bon, on s'en fout. Après, c'est à vous de vouloir. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont très contents de ne pas gérer des projets dans la globalité. Enfin, vraiment, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Mais en tout cas, on peut être graphiste sans être DA. Il y avait une autre question de Julie Joseph qui pose la question. Bonjour Sarah, quelle serait pour toi la bonne attitude pour se présenter dans un mail quand on démarche un potentiel client? Qu'est-ce qui ne passe pas? La question a 1000 points. Comment faire pour que ça marche? Quelle est la bonne attitude? C'est compliqué de répondre à ça. Attends, je peux revoir la question? Non, je ne l'ai pas. La bonne attitude pour se présenter dans un mail quand on démarche un potentiel client, bah, je l'ai déjà dit plus tôt, en fait. Simple, efficace, un mail court. Ouais, voilà. Je pense qu'il ne faut pas harceler 3 fois un client qui ne vous répond pas. La bonne attitude, c'est d'être simple, efficace, d'avoir un bon portfolio et les bonnes images et pas faire de faute d'orthographe. On m'avait dit. Enfin, moi, je sais que j'ai une tendance, c'est pour ça que j'ai fait un podcast, à être bavard. Et je sais qu'au tout début, quand je me suis lancé en 2013, je pense que je pouvais faire des mails un petit peu plus longs où j'expliquais le pourquoi du comment, de nanana.
Et puis c'est au fur et à mesure du temps où des potes me disaient mais non, mais genre juste bonjour, j'aime bien ce que vous faites, voici quelques projets qui m'intéressent, voici un lien vers mon portfolio, voici une sélection de 5-10 images, et puis basta. Et parce que les DA, comme tu l'as dit, je veux dire, on passe pas 1000 ans sur les portfolios et compagnie, il faut que ce soit simple et efficace. Ouais, il faut que ce soit vraiment simple et efficace. Faut pas commencer des phrases d'intro drôles, machin, funky. Ça, c'est, moi, je trouve que c'est lourd. Mais par contre, il faut vraiment avoir vraiment un super portfolio. Un super portfolio et voilà. Ouais. Il y avait une question qui était liée, que je pense qui est importante, c'est le sujet. Tu as l'objet du mail. C'est toujours un truc vraiment compliqué, ça. Tu vois. Ouais, c'est compliqué. Ouais, franchement, c'est compliqué. Il faut qu'il soit lu. Ouais, faut être. À la limite, c'est là où il faut peut-être un peu se démarquer, mais l'objet, il doit être clair. C'est le nom, le prénom, le profil. Parce qu'un DA, il ne reçoit pas que des illustrateurs. En mail, il reçoit aussi des typographes, des graphistes, des photographes, des motion designers. Donc, je pense que mettre vraiment en objet son métier, son profil et l'envie aussi. Quelle est l'envie et pourquoi il souhaite collaborer ou voilà. Et je pense que c'est important. Moi, je sais que souvent je mettais illustrateur pour, prenons, je sais pas, 3 couleurs. Illustrateur pour 3 couleurs dans l'objet. Ouais. Non, mais ça c'est clair. Enfin, je pense que ça marche. Ouais. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière? Ouais, on arrive un petit peu à la fin. Est-ce que Pauline, tu crois encore une question que tu as repérée? J'ai pas eu le temps de tout les lire. Alors, ça on a répondu. Alors, oui, alors pour les UX, parce que vous êtes un petit peu nombreux quand même. Donc il y avait, j'ai répondu là, mais c'est pour les. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, en fait, quand on est graphiste ou DA, en fait, les visuels parlent d'eux-mêmes. Mais quand il y a effectivement toute une démarche, un process, et que du coup, c'est pas forcément visuel, l'UX a besoin davantage en fait de présenter tout le processus de résolution de problèmes. Mais je me dis, pour tout le monde, finalement, pour tous les créas, en fait, vous avez quand même cette problématique du brief, d'un problème à résoudre. Et est-ce que toi, Sarah, quand tu présentes un sujet, comment quelle est l'histoire, comment est-ce que tu racontes la problématique initiale, hein, ou même quand tu présentes à l'oral, tu vois, avec un client, tu vois, là tu nous as fait un beau projet sur Hôtel Paradiso, mais disons visuellement, si t'étais pas là, tu vois, comment on comprendrait ton projet autre que par les images, tu vois. Un bon texte. Être un bon texte, mais c'est difficile quand même parce que c'est vraiment l'image, c'est l'essence même de métier. Ouais. C'est compliqué. Mais peut-être, je sais pas, l'UX, il y a quand même tout un parcours, quand même, un parcours de réflexion. Donc c'est peut-être ça aussi. Oui, du coup, parce que c'est vrai que ce qu'on recommande souvent aux UX, donc du coup, je réponds à la question. Moi, j'ai fait ma formation UX. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis un peu UX. Ouais, c'est vrai, c'est les old times. Mais ouais, c'est vraiment l'idée de montrer le processus, quoi. Même si c'est pas, justement, le UX, c'est pas l'idée de montrer quelque chose de joli, parce qu'en fait, même on pourra vous le. Enfin, si bien présenté, ça, attention. Sarah l'a bien dit, c'est bien, on a quelqu'un de très exigeant et perfectionniste devant nous, donc ça, il faut bien entendre ça. Ça, c'est hyper important, mais par contre, l'UX, lui, il a vraiment plutôt besoin de montrer sa capacité de réflexion, de résoudre des problèmes, d'aller voir, chercher des solutions un peu dans plusieurs domaines, de faire la recherche utilisateur, de voir des gens. Donc, un peu le truc qui est un peu... qui n'est pas forcément parfait et qui est toujours en mouvement, quoi. C'est vraiment cette idée de montrer le processus. Alors que pour les DA, au contraire, et c'est là que ton portfolio est hyper beau, Sarah, c'est que c'est hyper...
Enfin, c'est très impactant, quoi. Il n'y a pas de doute, on voit pas ce processus créatif. C'est vraiment, c'est behind the scenes, quoi. On voit pas tout ce qu'il y a derrière. Alors que les UX, ça va être vraiment ça qu'il faudra montrer. Parce que vous n'aurez pas forcément enfin, si vous n'êtes pas UI, donc vous n'avez pas des belles interfaces, ou si vous ne travaillez pas pour des super belles marques, bah du coup, ça sera un peu la cata visuellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment montrer l'histoire, les problématiques. Donc c'est pour ça que je vous ai envoyé là pour tous les UX là sur Behance. Il y a toutes les galeries qui est liée aux UX et aux UI, parce que c'est vraiment c'est ça qu'il faudrait que vous regardiez un petit peu. Enfin bref, je fais un Top. aux UX. Ok, on va wrap up the whole thing. Avec juste revenir sur les. Donc déjà merci beaucoup Sarah. Merci à vous. Et attends, je voulais reprendre les conseils. Voilà, conseil numéro 1, cibler et noter les personnes ou les entreprises que l'on aimerait approcher sur Instagram, LinkedIn, Twitch. Number 2, être présent sur les bonnes plateformes et soigner sa manière de se présenter avec les bonnes images et un excellent storytelling de son travail. Number 3, tenir une mailing list pour être prêt à envoyer son portfolio aux bonnes personnes via une newsletter soignée et un compte Instagram propre. Voilà, ça c'est un peu les 3 tips de Sarah. Tac, qui sont depuis qu'on a fait. Merci. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Aurélia Durand, le jeudi 29. Aurélia Durand est une illustratrice, peintre, et elle travaille pour Nike, Apple, la BBC. Elle fait un travail très militant autour de la diversité. Elle a illustré 2 livres, dont This Book is Anti-Racist et This Book is Feminist, si je ne me trompe pas. Donc voilà, tout autour de ce travail de la diversité. Donc, inscrivez-vous pour dans 2 semaines avec Aurélia pour discuter de tout ça. Et on vous dit à tous un grand merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Ouais, franchement. Merci. Merci à vous. Franchement, c'était hyper inspirant, une fois de plus, avec un autre esprit. Ça m'a fait plaisir de te retrouver, Sarah. Mais également, merci à tous. Allez, à vos portfolios, au boulot, hein, parce que là, il y a du travail. Il y a du travail. Il faut tout soigner, ça. Merci encore, Sarah. C'était top. Merci beaucoup. Bon après-midi. À bientôt. Merci, au revoir.